Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans Flashback cette semaine, nous parlons de l'exposition Lino Ventura, une gueule de cinéma en compagnie d'Emmanuel Lebaille, commissaire de l'exposition. Nous revenons également sur les autres événements de ce mois de novembre. Dans la partie événements donc, une exposition consacrée à Lino Ventura. Lino Ventura, une gueule de cinéma qui a lieu au Musée des Avelines de Saint-Cloud du 11 octobre au 21 janvier 2018. Des affiches, documents d'archives, scénarios et photographies de tournage retracent la carrière de ce monstre sacré du cinéma français, brutalement disparu en 1987 à l'âge de 68 ans. Pour en parler, nous sommes allés rencontrer Emmanuel Lebaille, la directrice du Musée des Avelines et commissaire de cette exposition. Emmanuel Lebaille, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors Lino Ventura a résidé à Saint-Cloud une bonne partie de sa vie. C'est la raison première qui vous a conduit à lui rendre cet hommage ? Le Musée des Avelines qui organise cette exposition consacrée à Lino Ventura est le musée d'art et d'histoire de Saint-Cloud. Il a donc pour volonté de mettre en valeur les habitants célèbres qui ont vécu à Saint-Cloud. Lino Ventura en est un, bien évidemment, puisqu'il s'installe à Saint-Cloud en 1959 et qu'il y meurt en 1987, exactement le 22 octobre 1987. Donc il y avait presque 30 ans. Alors avant d'être résident de Saint-Cloud, Lino Ventura a d'abord une carrière de champion de lutte gréco-romaine sous le nom de Lino Borini. Et puis ensuite Jacques Becker lui propose de jouer un chef de gang dans Touché pas au Grisby. Et pourtant il refuse au départ le rôle, avant que Becker ne finisse par l'imposer. Est-ce que c'était un acteur qui, de manière générale, était difficile à convaincre pour un rôle ? Alors en fait Lino Ventura ne s'était pas du tout projeté dans une carrière d'acteur. Il est en quelque sorte acteur par accident, un peu comme l'était Gabin aussi, qui n'avait pas souhaité être acteur au départ, et c'est effectivement Jacques Becker qui va le chercher, en fait qui le sélectionne pour faire un rôle d'un truand italien qui va donner la réplique à Jean Gabin. Au départ, Lino Ventura ne souhaite pas remplir ce rôle, mais néanmoins Jacques Becker va réussir à le convaincre, et également sa première rencontre avec Jean Gabin a été déterminante sur le plateau. Ils se sont parlé, ils se sont appréciés, et Jean Gabin va devenir son parrain, vraiment son soutien inconditionnel dans le monde du cinéma sur le début de sa carrière. Lino Ventura était quelqu'un qui savait exactement ce qu'il voulait faire et qui aimait les bonnes histoires, et donc si on lui proposait un beau scénario, eh bien il réalisait le film. Mais chaque réalisateur se souvient être descendu dans son bureau à Montretout, surnommé salle de torture, pour défendre les rôles qui étaient proposés à Lino Ventura. Donc c'est vrai qu'il faisait des choix extrêmement judicieux, très personnels, sans agent, et une fois qu'il donnait sa confiance à un réalisateur, eh bien il l'accompagnait sur un certain nombre de films. On peut parler de Lelouch pour 2 films, Denis de la Patelière, Un taxi pour Tobruk, Le bateau d'Émile, Claude Pinoteau, Le silencieux, La gifle. Un certain nombre de grands réalisateurs ont accompagné la carrière de Lino Ventura. C'est d'abord une histoire d'amitié. Oui, il était même parfois difficile à convaincre sur des types de films, puisque au début de sa carrière, il joue un peu les costauds, on va dire, les durs. Et puis, au début des années 60, il se met à enchaîner des comédies, évidemment toutes devenues cultes, en particulier Les Tontons Flingueurs, les Barbouzes, et plus tard, L'aventure c'est l'aventure ou L'emmerdeur. Lui-même n'était pas forcément il avait des doutes sur ses qualités comiques. C'est vrai que Lino Ventura se sentait sans doute plus à l'aise dans des rôles de dur, peut-être qu'il évoquait sa première carrière de catcheur. Il souhaitait toujours jouer comme il était un petit peu dans la vie, et donc Lino Ventura, c'est vrai qu'il donnait cette image un petit peu de dur, mais c'était un dur au cœur tendre, et donc tous les films qui faisaient finalement résonner cette veine de tendresse ont été également des grands films de Lino Ventura. Alors veine de tendresse, on peut parler de La gifle où il joue ce père un peu dépassé, on peut parler de La bonne année où il tombe amoureux de Françoise Fabian, un film merveilleux de Claude Lelouch, et puis à côté de cette veine de tendresse, il y a
a la veine comique, un peu à contre-emploi vis-à-vis de Lino Ventura, mais qui pourtant il a su parfaitement accomplir. Et on pense évidemment au tonton flingueur. D'ailleurs, la fameuse scène de la cuisine a été en partie écrite dans la cuisine de Lino Ventura à Montretout. Et Audiard, Poiré, qui était là, le producteur de Gaumont, n'y croyait pas trop quand ils ont fait cette scène. Ils ne pouvaient pas imaginer que le film aurait un tel succès. Et donc cette veine comique de Lino Ventura, elle est quand même extrêmement importante. Et c'est vrai que 3 films la déterminent particulièrement. C'est la trilogie Lautner avec ses discours d'Audiard, cette écriture d'Audiard fabuleuse. Donc les tontons flingueurs, les barbouzes et Ne nous fâchons pas. Tu sais pas ce qui me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de biennois, pas tellement loin de Saigon. Les volets rouges et la taulière, une blonde comaque. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. T'as connu? J'ai trouvé un goût de pomme. Il y en a. Et puis il y a L'aventure, c'est l'aventure, cette histoire de 5 pieds nickelés, histoire incroyable, mais qui a scellé une très grande amitié entre Lino Ventura et Jacques Brel. Jacques Brel, avec qui il va accepter de jouer L'Emmerdeur, autre film culte. Et après L'Emmerdeur, il va enchaîner des œuvres qui marquent un peu un tournant dans sa carrière, des œuvres plus engagées, un peu plus politiques aussi. Je pense à Adieu Poulet de Granier de Fer et surtout à Cadavres exquis de Francesco Rosi, dans lesquels il jouait des personnages désabusés en lutte contre la corruption, des films dans leur époque aussi, puisque c'est une époque vraiment de remise en question, que ce soit dans le cinéma français, le cinéma américain aussi. Donc Lino Ventura était en prise avec son temps. Ça c'est très important. Lino Ventura jouait avec son temps, il jouait ce qu'il était lui-même, et d'ailleurs très souvent les vêtements qu'il portait étaient les mêmes vêtements à la ville, donc c'était quelqu'un qui était imprégné de son temps. Et effectivement on a développé toute une section dans l'exposition qui s'appelle L'amertume du juste, où on montre comment Lino Ventura va jouer ce rôle de flic, parfois un peu désabusé, face à une société corrompue, des politiques corrompus, et il va le jouer avec énormément de brio. On parle d'Adieu Poulet avec ce duo avec Patrick Devers extraordinaire, très très beau film. Et évidemment Garde à vue, également un film qui a marqué. On peut aussi parler de Dernier domicile connu avec Marlène Jobert, tous ces films où il promène sa silhouette, en général avec un French coat, et où il incarne réellement cet homme juste, intègre, se battant face à l'injustice. C'est sans doute un des traits de caractère de Lino Ventura, c'est son intégrité profonde. Et alors, il était dans son époque, en effet, par rapport au film qu'il tournait, et en même temps, il était confronté à cette époque-là à une nouvelle génération d'acteurs, Patrick Devers notamment, incarné par Patrick Devers, mais par Gérard Depardieu, qui était une génération très libre, très anticonformiste, alors qu'on a souvent dit de Lino Ventura qu'il n'aimait pas trop embrasser une femme à l'écran, voire même se retrouver dans un lit. C'est arrivé sur La Bonne Année, mais c'est vraiment parce que Lelouch a manœuvré pour y arriver. C'était un acteur aussi très pudique. C'est extrêmement important. Lino Ventura est effectivement un acteur très pudique. Donc, dans La Bonne Année, il accepte de se mettre au lit avec Françoise Fabian, mais au départ, il avait refusé cette scène. Claude Lelouch l'explique très bien dans un petit film que vous pourrez voir au musée. Et c'est parce qu'il se rend compte que la scène a du sens qu'il accepte de la faire. Et encore, je crois qu'il est habillé dans le lit. Donc, voilà. Je crois qu'il n'y a que sur L'Homme en colère où il embrasse l'actrice qui était Angie Dickinson. Mais autrement, évidemment, il n'embrassait pas les actrices. Et de toute manière, il faisait une différence extrêmement forte entre sa vie privée et sa vie publique. Et voulait n'incarner que des rôles dont il pouvait être fier. Donc il ne s'agissait pas pour lui de jouer le séducteur avec 10 femmes dans un lit. Ça ne correspondait pas du tout à l'image qu'il avait de lui-même et qu'il voulait donner. Et c'est aussi un acteur d'amitié, de grande amitié avec les cinéastes ou avec les comédiens, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et d'ailleurs c'est un peu un paradoxe, que c'est avec le metteur en scène avec lequel sans doute il a été le plus en conflit, Jean-Pierre Melville, qu'il connut, selon moi, son plus grand rôle dans L'Armée des Ombres. Avant, il y avait eu Le Deuxième Souffle, et puis il y a eu L'Armée des Ombres, film immense, je pense quand même objectivement, et pourtant on sait que ce n'a pas été un tournage très facile. Effectivement, c'est un tournage qui a été compliqué, on ne connaît pas parfaitement la cause. Pierre Lhomme, qui était photographe, chef opérateur sur ce film, dit qu'il y avait un chien écrasé entre Lino Ventura et Jean-Pierre Melville. Ce conflit personnel n'a pas empêché de réaliser un film immense
pour ceux qui ont vécu la résistance, c'est le film sur la résistance. Il ne faut pas oublier que Jean-Pierre Melville a été résistant, qu'évidemment il s'est inspiré du livre de Joseph Kessel, et d'ailleurs dans l'exposition vous verrez l'exemplaire de Joseph Kessel du livre annoté par Jean-Pierre Melville. Et il ne faut pas oublier que Lino Ventura a également connu la guerre, puisque lui était déserteur, italien d'origine. Il a été appelé sous le drapeau de Mussolini, il a refusé de combattre, et donc combattre contre la France, qui était son pays d'adoption, son pays de cœur, et donc il s'est caché pendant la guerre. Et je crois que tous les deux, Jean-Pierre Melville et Lino Ventura, avaient connu la peur pendant la guerre, et dans le film perce cette peur permanente, cette angoisse, avec un immense réalisme et une photo splendide. C'est un film en couleur, mais on a presque l'impression d'être dans une ambiance noir et blanc. Il n'est pas question de vous laisser faire ça sans moi. Mais il est encore moins question que vous le fassiez avec nous. Rappelez-vous ce que vous me disiez l'autre jour. Vous n'avez pas le droit de sacrifier qui que ce soit. Alors, surtout quand qui que ce soit, c'est vous. Mais Mathilde, ceci est aussi valable pour vous que pour moi. Dans l'affaire Félix. Vous permettez ? 2 hommes. Ça paraîtra normal. Mais 3, ça aurait été trop. Quand il y avait encore Jean-François, vous avez demandé 3 uniformes. Oui, mais au dernier moment, j'aurais pris que le masque et le bison. Jean-François. Moi, j'avais confiance en lui. Moi aussi, c'est pas ce que j'ai voulu dire. À noter que Lino Ventura est aussi à l'honneur en DVD avec l'édition des Aventuriers de Robert Enrico chez M6 Vidéo en 4K, film d'aventure à revoir avec aussi bien sûr Alain Delon, et puis l'inusable Tonton Flingueur qui ressort chez Gaumont en édition 4K Ultra HD le 29 novembre avec de très nombreux suppléments. La Fondation Pathé consacre un cycle à Ernst Lubitsch intitulé L'étonnant Monsieur Lubitsch qui a lieu du 8 au 25 novembre. C'est une période peu connue, la période allemande du réalisateur, celle où ce dernier faisait ses premiers pas derrière la caméra. En ciné-concert, bien sûr, puisque ces films de cette époque sont muets, bien avant donc les classiques du cinéaste comme Serenada 3 ou To Be or Not To Be. Cette période est donc à redécouvrir. Il y a de très nombreux films. Ceux qui aiment évidemment la Lubitsch Touch verront que dans ses premiers films réalisés en Allemagne, il y a déjà tous les marqueurs de son style à venir. Au programme de ce cycle, notamment Le Palais de la Chaussure, Meyer de Berlin, Carmen, Les Yeux de la Momie et beaucoup d'autres. Tous sont accompagnés au piano par les élèves de la classe d'improvisation de Jean-François Giselle en partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Et puis, comment ne pas rendre hommage, bien sûr, à Danielle Darieux. Nous l'avions fait récemment dans Flashback à l'occasion de son 100e anniversaire. La comédienne disparue le 17 octobre dernier et mise à l'honneur, bien sûr, à la Cinémathèque de Toulouse à travers une mini-rétrospective. Toute l'œuvre, évidemment, de Danielle Darieux n'est pas présentée, mais certains de ses films les plus connus. On peut citer Marie-Octobre, notamment de Julien Duvivier, Madame de, bien sûr, de Max Fulz, Le Rouge et le Noir de Claude Anton-Lara, ou encore La Vérité sur Bébé Donge d'Henri Decoing, quand même pratiquement tous ses films les plus mémorables. Un hommage en présence des cinéastes Marie-Claude Treilloux et Paul Vecchiali, qui a donc lieu à la Cinémathèque de Toulouse du 21 novembre au 13 décembre. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni ses faiblesses, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma.